Bigre! Une histoire de France à vivre de l'intérieur, pour les petits, les curieux ou les deux à la fois. Souviens-toi, nous sommes en 2300 avant Jésus-Christ et l'écriture arrive en Europe. Débute alors l'Antiquité. Saison 2, l'Antiquité. Première partie, à la conquête de la civilisation gauloise. Épisode 1, où, quand, qui, quoi. Certes, l'écriture arrive en Europe. Certes, la préhistoire prend fin. Mais il ne s'agirait tout de même pas de trop brusquer l'histoire. Alors, on ménage son entrée en scène. C'est la proto-histoire qui prend d'abord le relais. Et oui, l'écriture arrive, mais pas partout. Commence alors une période où certains écrivent et d'autres pas. Ce serait compliqué de dire tel peuple est encore dans la préhistoire, tel autre pas. Alors, on parle de proto-histoire, un mot qui vient du grec, proto, premier. Un peu comme une première étape dans l'histoire. L'intelligence de l'homme qui lui permet d'inventer l'écriture lui donne aussi de maîtriser peu à peu les métaux. Le cuivre d'abord, puis le bronze et le fer. Plus solides et permettant plus de forme et de raffinement, les métaux remplacent la pierre et c'est ainsi que le néolithique se termine. C'est dans la place à l'âge du bronze de 2200 à 800 avant Jésus-Christ, puis à l'âge du fer de 800 à 52 avant Jésus-Christ. Attendez une minute. À cette époque, on parle de qui, là? Qui habite en Europe? C'est toujours Homo sapiens, bien sûr. Mais maintenant, les peuples ont des noms. Et plein d'autres choses qui les distinguent. Leur langue, leurs habitudes de vie, leurs croyances, leurs outils. Certains arrivent d'Asie centrale. Et ceux-là envahissent la Gaule. Ces peuples, ce sont les Celtes. Les Celtes? Celtes, c'est un mot employé par les Grecs pour désigner ceux qui ne sont pas grecs. Ça veut dire ceux d'ailleurs, barbares. Et derrière ce mot se cachent en réalité de très nombreuses tribus aux noms multiples. Les Éduins, les Séquanes, les Arvernes et beaucoup d'autres encore. Plus tard, les Romains font exactement pareil lorsqu'ils commencent à s'intéresser aux terres, au savoir-faire et aux produits commerciaux de ces populations. Sauf qu'ils changent le nom. Désormais, ils les appellent Galli, les Gaulois. Celtes et Gaulois sont donc les mots choisis par d'autres pour désigner ces peuples variés, réunis par certains points communs et des liens commerciaux. Le nom latin Galli est d'ailleurs vite associé au mot Gallus, le coq, devenu emblème français. À l'âge du bronze, les peuples celtes qui arrivent en Europe de l'Ouest se mélangent aux peuples déjà installés, permettant d'importantes innovations et le développement des échanges commerciaux. L'âge de fer, à partir de 800 avant Jésus-Christ, prolonge et accentue ces grandes tendances. Pendant ce temps-là, dans le monde, c'est-à-dire pendant l'âge du bronze et l'installation des Celtes en Europe. Ramsès II règne en maître et atteint l'apogée de la puissance et de la civilisation égyptienne. La dynastie Shang en Chine émerge et emploie elle aussi le bronze et l'écriture. N'oublions pas les Phéniciens, qui inventent vers 1000 avant Jésus-Christ un alphabet qui devient l'ancêtre du nôtre et de beaucoup d'autres dans le monde. Comment vit-on à l'âge de fer? Tu en sauras plus au prochain... Attends, c'était court là, non? Si, carrément. Ok, on enchaîne alors. Découvrons l'âge de fer à présent. Épisode 2, à la rencontre des Gaulois. Et si nous commencions par le commencement? Qui sont-ils ces Gaulois? Ressemblent-ils aux Gaulois des BD? Vivent-ils dans des huttes et chassent-ils le sanglier à longueur de journée? Ni complètement oui, ni complètement non. Faisons leur connaissance. En quelques mots, les voici. Guerriers aguerris, agriculteurs expérimentés, artisans habiles et raffinés. Le tout dans une société organisée et hiérarchisée. Si quelques mots suffisent à brosser un tableau rapide, ce tableau resterait bien morne et incomplet sans les détails qui donnent vie. Son et images. Par exemple, choisissez un Gaulois.
réveillez-le de bon matin et habillez-le. Enfilez-lui un pantalon qu'on appelle des braies, au besoin forcez un peu si l'homme a pris de l'embonpoint, et enveloppez-le d'une tunique chamarrée. Pour les hommes, vous avez le choix, des couleurs vives et des carreaux. Pour les femmes, en revanche, les tenues sont plus sobres. Leurs robes droites, serrées à la taille, sont souvent blanches et grises. Bien sûr, les plus riches et les plus puissants ajoutent à ces tenues des parures telles que des torques, sortes de colliers rigides en métal, parfois en or, ouverts sur le devant du cou. Les femmes de la noblesse gauloise s'ornent quant à elles de bracelets et de colliers aux perles colorées. Les archéologues font parler ces hommes et ces femmes du passé. En creusant, ils posent des questions et obtiennent des réponses par les objets qu'ils retrouvent autour des squelettes, dans les tombes ou dans les vestiges d'habitation. L'une d'elles, la dame de Vix, s'est livrée à nous en ouvrant son tombeau aux scientifiques. Nous sommes en janvier 1953, en Bourgogne. Maurice Moisson parcourt ses champs. Il est agriculteur et marche, les bottes aux pieds, le béret sur la tête. Il connaît bien la région et son histoire. Il est un peu archéologue amateur. Alors, quand son pied bute sur un morceau de poterie, sa curiosité est piquée. Et si, sous ces terres à lui, il y avait aussi quelque chose? Avec un autre archéologue, professionnel lui, ils commencent à creuser. L'hiver bourguignon est rude. Tous deux ont froid et fatigue sous l'effort exigé. Ils continuent pourtant, poussés par une curiosité insatiable qui les dévore. Une découverte inédite, des réponses nouvelles, un trésor, pourquoi pas, se cache peut-être là, sous leurs pieds. Alors oui, c'est dur, mais ils creusent, ils persévèrent. Leur persévérance est récompensée. Et quelle récompense! Elle va bien au-delà de toutes leurs espérances. Ils ont trouvé une tombe princière avec le plus fabuleux trésor celte jamais découvert. Sous leurs yeux et sous leurs doigts émerge d'abord, enfoui sous terre depuis presque 2500 ans, un gigantesque cratère. C'est une sorte de vase immense. Celui-ci, en bronze sculpté, est aussi grand qu'un adulte, pèse plus de 200 kilos et pourrait contenir 1100 litres d'eau ou de vin, soit l'équivalent de 7 baignoires. Il s'agit tout simplement du plus grand récipient en bronze que l'Antiquité nous ait légué. Et ce n'est pas tout. Nos archéologues n'en finissent pas d'être ébahis. Une femme repose, là, richement parée et couchée sur un char orné de délicates plaques de cuivre ciselées. Elle porte des bracelets, des colliers aux perles d'ambre mordorées et de serpentines vertes et écaillées. Une délicate fibule, c'est une très élégante épingle à nourrice, de corail et d'ambre retenait une toge qui a aujourd'hui disparu. Et puis, éclatante preuve du prestige de cette princesse de 30 ans, un torque d'or de près de 500 grammes. À la fois lourd et superbe, finement ciselé, il est orné de petits chevaux ailés reposant sur des pattes de lion. Cette femme devait être vraiment très puissante. Peut-être une vraie princesse à la tête des habitants de Vix. Car figurez-vous que oui, chez les Celtes, les femmes sont l'égale des hommes, aussi bien pour gouverner que pour se battre. Certaines sont chefs de guerre à la tête de véritables armées. Quand on pense qu'ensuite, il a fallu attendre 1944 pour qu'une femme ait le droit de voter en France, on se rend compte que la modernité peut parfois paradoxalement se trouver dans le passé. La princesse de Vix, que l'on ne peut s'empêcher de s'imaginer altière, belle et fière, habitait sans doute dans une grande maison, entourée de ses hommes d'armes et de ses serviteurs. D'autres nobles, à la fois guerriers et commerçants, devaient graviter autour d'elle. Ce sont peut-être même eux qui l'ont élue à leur tête. Ces nobles s'assurent de la bonne gestion et de la protection de leurs terres agricoles. Les Gaulois ont donc en quelque sorte à leur tête une véritable noblesse qui domine la société. Toutefois, la majeure partie d'entre eux sont des agriculteurs plus modestes, mais au savoir-faire extrêmement développé. Ce sont des experts dans l'art d'élever vaches, chèvres, moutons et porcs. Ils savent tout de la culture des céréales comme le blé, l'orge ou encore l'avoine et n'ignorent rien de la culture des fruits et légumes du potager que nous consommons encore. À l'heure du dîner,
Leur solide appétit se rassasie grâce à des potées de choux, de carottes ou encore de poireaux, agrémentés pour les plus riches de viande de bœuf ou de porc. Cela ressemble à s'y méprendre à du pot-au-feu. Et tout cela mijote dans des marmites, au-dessus du feu qui crépite au centre de la pièce. Car, un peu comme au néolithique, les maisons des Gaulois les plus humbles sont faites d'une seule pièce, un rectangle en bois et en torchis. Bien sûr, dans les régions où le bois est rare, sur les côtes bretonnes par exemple, les maisons sont en pierre. On prend ce que la région donne. À l'intérieur, à côté du foyer central où chauffe le dîner, chacun peut s'asseoir sur des tabourets et poser son assiette en bois ou en terre cuite sur une table basse toute proche. Dehors, le jour tombe et la soirée se rafraîchit. Heureusement, les rares ouvertures sont étroites et une douce et chaude ambiance s'installe alors dans la maison. Les pots suspendus au mur ajoutent à cette atmosphère simple mais accueillante. Il est bon, après une journée de labeur, de s'asseoir essoufflé, entouré de sa famille. Nous avons donc rencontré les Gaulois. Mais à l'âge de fer, qui rencontraient-ils, eux? Tu le sauras au prochain épisode. À bientôt. Il y a du monde derrière cet épisode. Music Lab pour le studio, la technique et le montage, Alexandre Lubecht pour le mastering, Hélène Rassendren pour la voix, Hélène Disson pour le générique, Biclose et Creative Commons pour la musique, et moi, Clémence Demoulin-Vaught pour le texte. Tout cela avec le soutien exceptionnel de Frédéric et Sylvie Demoulin et de l'Éléphant Junior, revue de culture générale pour les enfants de 9 à 13 ans.